monde, nous sommes lundi matin, j'ouvre une nouvelle semaine de vlog, octobre est là, mais l'automne n'est pas encore là. Il fait frais le matin, il fait beau pour l'instant, il fait 26 l'après-midi. Les pros de l'automne ne sont pas contentes, moi je suis très contente, j'aime quand il fait beau comme ça. Je sais que c'est pas normal, on est d'accord, c'est grave d'avoir ce temps-là en octobre, néanmoins pour le moral, ça fait du bien, voilà. Je viens vous parler un petit peu du Carnaval des Ombres, j'ai bientôt fini. Je suis à page 513 sur 760 à peu près. Je l'aurai fini demain normalement. Là, je dois prendre les transports, j'ai un rendez-vous en école, et demain matin, rendez-vous aussi à la mairie du 5e dans laquelle on organise notre événement Cozy Mystery Day de samedi. Et puis du coup, je vais pouvoir avancer ça. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans le vlog précédent, on est donc avec Michael Travis, qui est enquêteur au FBI, je pense. Oui, c'est ça, agent spécial du FBI. Nous sommes en 58, avec un cirque qui vient de s'installer, et le cirque Diablo, El Diablo ou Diablo peut-être. Et on est dans les années, à l'aube des années 60, et ce cirque-là a bonne réputation jusqu'au jour où on trouve un cadavre sous un manège. Donc là, Michael Travis et son équipe enquêtent. Et en fait, on va pas juste enquêter sur cet assassinat-là, sur ce truc un petit peu là, c'est qu'on va rentrer dans l'univers du cirque, dans l'illusion, dans la magie, dans les apparences. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je me pose des questions aussi, du coup, sur la réalité de cette enquête-là, à quel point R.J. et Laurie nous trompent finalement. Je ne sais pas, j'en sais rien franchement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre le passé de Michael Travis, qui est très important. Et parce qu'il a vécu des choses assez terribles. Il a été en pensionnat, je ne sais pas si on le dit. Oh non, n'en est pas plus que ça. J'ai encore oublié le nom. C'est un pensionnat pour un pénitencier. Ah, bref, un institut spécialisé pour les enfants dont les parents sont soit inculpés de meurtre, soit en prison, soit morts, tout ça. Et il va passer une partie, il va passer presque un an là-bas. Après, il va être recueilli par la cousine de sa tante, je sais plus quoi, bref. Et donc, il va être recueilli par cette femme-là. Donc, il va grandir. On va savoir un petit peu plus sur son passé et ce qu'il habite, en fait, ce Michael Travis. Et en fait, ça va avoir un impact sur cette enquête. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vraiment, c'est extra. J'aime beaucoup l'univers de R.J. Laurie. J'aime beaucoup comment il raconte, comment il nous attrape et il nous dit... un peu comme King en fait, viens, je vais te raconter une histoire, ça va être trop bien. Et ouais, c'est trop bien. Donc j'adore. Je dois lire Papillon de nuit en lecture commune à la fin du mois avec... Si tu passes par là, je sais que c'est avec toi. Et du coup, il est un peu plus petit. Et ce qui est super, c'est que j'aurai non seulement lu 2 R.J. et Laurie dans le mois d'octobre, mais qu'en plus, je le vois à Iris Noir à Bruxelles à la fin du mois. Et donc, je vais pouvoir lui prendre un autre livre. Et j'hésite entre Le Chant de l'assassin, parce que j'en ai quand même beaucoup entendu parler, et soit les assassins, soit les anonymes. Ou alors Un cœur sombre. Oh là là. Bon, mon taf, ça va être de tous les lire. De toute façon, je veux tout lire. Mais je vais voir un petit peu ce qu'il me conseille. Selon ce qu'il me dit. Selon l'histoire, selon voilà, enfin, voilà, l'univers, ce qui me parle le plus sur le moment, j'en prendrai un et puis je verrai bien. Mais de toute façon, je sais que je vais aimer. J'ai jamais été déçue par R.J. et Laurie. Seul le silence, gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Vendetta. Bim, énorme claque. Je l'avais écouté à l'audio et c'était monumental ce bouquin, c'était incroyable. Le jour où Kennedy n'est pas mort, c'était le premier que j'avais lu de lui. Je l'avais lu en épreuve non corrigée grâce au talent Cultura. Et en fait, je l'avais rendu cette épreuve non corrigée. Donc je ne l'ai pas en ma possession. Et je me dis que ça serait peut-être pas mal que je l'achète. Parce que je l'achète, je me le fais dédicacer, ça fait un bouquin, mais je l'ai déjà lu. Donc ça fait juste un bouquin de plus dédicacé, ça c'est chouette. Mais déjà lu. Et j'ai lu aussi, du coup, là c'est Le Carnaval des Ombres. C'est tout. Le jour où Kennedy n'est pas mort, Seul le silence, Vendetta, Omerta, son dernier, qui est là, que j'ai lu. Donc j'en ai lu 4, ça c'est mon 5e, ça sera mon 6e. On est pas mal, je trouve qu'on est pas mal. Voilà, on redescend tout doucement de notre petit nuage de l'événement Cozy avec le Cherche-Midi samedi, c'était trop bien, merci encore à toutes. Merci à toutes les participantes, merci à Benoît, merci
au lieu, Rive, l'appartement Rive, R-E-E-V-E, c'était formidable, incroyable cet endroit, magnifique. Et c'était topissime. Et là, on a un autre événement qui est notre bébé avec Estelle, notre Cozy Mystery Day, 3e édition qu'on organise avec une autrice invitée qui est Karine Pitoki. Et ça va être cool parce qu'il y a aussi les équipes de Robert Laffont qui sont là, donc pour nous soutenir un petit peu aussi. Et du coup, ça va être trop bien, trop bien. Voilà, donc à l'heure où vous verrez ce vlog, l'événement sera déjà passé, donc on pourra en reparler aussi. Mais j'espère que ça va être cool, je pense que ça va être vraiment cool. J'ai super hâte, vraiment super hâte. Donc, ça va être trop bien. Voilà, donc encore une bonne semaine avec un super objectif de fin de semaine à venir. Ça va être chouette. Pour rythmer la semaine, tiens, je vais vous sortir les bouquins. Alors, mon planning est très malléable en ce moment parce que ma palle diminue vraiment beaucoup. Et j'ai quelques livres dans ma palle qui sont pas dans ma palle prioritaire, mais que j'ai mis sur mon étagère palle en disant ils sont courts, je pourrais les lire. Donc en fait, je dois lire Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier avec Estelle à la fin de la... Non, soit milieu de semaine, soit fin de semaine. Et on l'avait vu en dédicace au Quai du Polar, donc ça remonte un petit peu, c'était mon cadeau de Noël d'Estelle. Et on doit le lire ensemble là. Elle a une autre lecture de prévue, donc après on se rejoint là-dessus. Entre-temps, vu qu'on va le lire probablement mercredi ou jeudi, et que je vais probablement finir celui-là demain matin, j'ai quand même une journée et demie où je vais prendre les transports, donc potentiellement je peux lire un bouquin. J'ai le choix. Un roman de chez Point qui m'avait été envoyé parce que je l'avais demandé, on m'avait proposé, j'ai dit ok pour celui-là. L'espion qui venait du livre, il a l'air assez drôle. Il est très court, hein. Il fait 100... Waouh. Une post-face à la page 145, donc potentiellement 140 pages. Ce qui reste de Jean Michelin, qui avait été un gros coup de cœur pour de nombreuses personnes l'an dernier quand il est sorti pour la rentrée littéraire, qui avait l'air vraiment intéressant. Pareil, là il fait 250 pages. Et le message de André Chédid qui m'avait été offert par Audrey. Et là pareil, c'est tout petit, il fait 125 pages. Par contre, il est écrit gras, enfin je sais pas comment vous dire. Il est écrit un peu à la Agatha Christie, vous savez, la police de caractère, tout ça, donc pas très espacé. Mais chapitre très court. Voilà. Donc potentiellement, je peux sortir un de ces trois-là, qui n'est pas dans ma palle. Donc je ne ferai pas -1, mais c'est pas grave. Je peux en sortir 2 même. En fait, ils sont dans ma palle non prioritaire. Voilà. Mais bon, à voir. De toute façon, je sais que celui-là, je le sors de ma palle cette semaine. Et potentiellement, je peux en sortir un autre. Ah non, quand même pas. Peut-être plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, on n'est pas en vacances encore. Non. Voilà. J'ai aussi la fabrique des crétins du crétin digital à lire que j'avais emprunté à la médiathèque. Qu'il faudrait que je lise, que je pourrais pas prendre en vacances parce que c'est un grand format, donc je prendrai plutôt des poches en vacances, mais on verra. Voilà, j'espère que ça va, que vous faites de bonnes lectures et que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Bonjour, nous sommes mardi midi, j'espère que vous allez bien. Je viens vous dire que j'ai terminé le Carnaval des Ombres et c'était trop bien. Et la fin, j'étais dans le RER, j'ai lu la dernière page, j'ai fait « Oh non !» Et j'adore quand c'est comme ça parce que l'auteur me surprend à la dernière page. Je me demande même si c'est pas le dernier paragraphe. Parce que là... Non, c'est pas le dernier paragraphe. C'est là. Voilà, il y a une page là, et la dernière page. Voilà. Là, j'ai fait « Oh !» Mais, ah bon ? Et j'étais dans le RR et j'ai fait « Oh non !» Et j'adore. Parce que je me dis, les gens doivent me prendre pour une folle, mais c'est tellement... Ça sort du truc, quoi. Ça m'est sorti du bouquin. Hein. Ah, c'était trop bien, c'était génial. J'ai adoré, vraiment. C'était... Alors, il y a des longueurs. Je reconnais qu'il y a quelques longueurs. Mais il prend son temps, il nous façonne son personnage avec son histoire, avec son passé. Michael Travis, c'est un homme auquel on s'attache beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'ai écrit un message à l'auteur en disant... en gros, je viens de finir votre bouquin, vous m'avez fait exploser le cerveau, j'ai adoré ça, merci. Et il m'a dit, je suis contente de vous avoir fait exploser le cerveau. Et j'ai dit, j'espère que le prochain Papillon de nuit va me faire aussi le même effet. Il me dit, oui, je pense que là, votre cerveau va vraiment exploser. Ah, c'est formidable, j'adore, j'ai hâte, can't wait. Donc voilà, j'adore ça quand les auteurs de thrillers me retournent le cerveau. Parce que c'est pour ça que je lis du thriller, en fait. Je veux pas... c'est pour ça que je préfère le thriller, surtout le thriller psychologique, au roman policier de base. Parce que un meurtre, un enquêteur qui enquête sur son meurtre, résolution du meurtre. Ah là là, on a trouvé qui est le mort, qui est l'assassin. Voilà. Ça, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais ça ne m'apporte rien de
viscérale dans ma vie de lectrice et j'ai besoin d'être un petit peu voilà, un petit peu secouée en fait. Quand je lis, j'aime bien ça. Dans le domaine du thriller, on est d'accord, je vais pas lire un roman de Noël ou un truc, quoi, j'en lis pas beaucoup, mais un roman contemporain ou un cozy mystery pour être complètement retourné au niveau du cerveau. Non, je m'y attends pas. Mais là, dans un thriller, ouais, et c'est trop bien. C'était trop bien, c'était Michael et on a beaucoup d'empathie pour lui, on se met beaucoup à sa place, enfin moi je me suis beaucoup mis à sa place et, et du coup on ne peut que s'y attacher parce qu'il y a il est hyper humain et il va avoir des réactions, finalement, je trouve, très humaines, en sachant quand même qu'il est agent du FBI et qu'il a une certaine expérience, qu'il a une certaine réflexion, qu'il a du vécu. Mais malgré ça, l'auteur nous berne complètement. Et ça, j'adore. Donc voilà, c'était trop bien. C'était trop bien. C'est un beau pavé de 560 pages, hein, on est d'accord. J'y ai passé une semaine, mais c'était kiffant. Voilà. Ce soir, dans le métro, je vais prendre le message de André Chédid. On m'a conseillé sur Instagram de lire d'une traite, presque. Alors, je ne pourrais pas le lire ce soir d'une traite. Néanmoins, je l'aurai fini demain matin, donc ce sera entre ce soir et demain matin. Sauf si ça se lit vraiment bien, hein, mais je pense pas qu'en une heure, je puisse le lire. 125 pages, il n'y a presque pas de dialogue, et je pense que c'est quand même une écriture qui se savoure. Voilà, André Chédid, je pense qu'elle écrit très très bien, et j'ai pas envie de le bâcler en une heure, c'est pas le but. Donc voilà, celui-là. Et jeudi, on commence avec Estelle, Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier, enfin, parce qu'on l'avait acheté au Quai du Polar, et qu'on s'était dit, en fait, après les Quais du Polar, on voulait lire tous les polars qu'on avait achetés, parce qu'on était dans le mood polar thriller, on voulait lire que ça. Et on s'est dit, ah ouais, il est court, on va le lire, on va le lire. Et puis finalement, elle a eu des lectures, moi j'ai plus eu le temps, on s'était déprogrammé, on s'était mis, ah bah c'est pas grave, plutôt juin, ok d'accord. Et juin, ah bah on avait ça à lire, ça, ah bah plutôt cet été. Ah, septembre, ouais, ça te va, septembre, ok, bah là, jeudi, ça y est, on le lit. Et on a hâte, parce qu'on avait vu l'auteur à Quai du Polar, et il nous a expliqué en fait l'histoire de son bouquin, avec preuve à l'appui. Je ne vais pas vous en dire plus, mais en lien avec cette histoire d'orphelinat, une maison d'éducation, voilà, une maison d'éducation, avec preuve que des enfants ont vraiment été dans cette maison d'éducation, avec des dates, avec des faits, et ça fait vraiment froid dans le dos. Juste ce papier-là, alors j'imagine que l'histoire retranscrite doit être glaçante, et j'ai hyper hâte. Il est assez court, il doit faire 300, même pas, voilà, 300 pages, 310 pages. Jeudi, vendredi, samedi, on verra. Mais voilà, il sera terminé ce week-end tranquillou. Et après, on lit Thomas Hardy, Loin de la foule déchaînée. Et après, on lit... Non, après je lis... Ah bah attendez, on est le 10. Ah non, ça va. Après je lis Papillon de nuit, de Hergé Laurie. Donc de Hergé Laurie en octobre. Après je lis Jules Verne. Après je lis Daphné du Maurier, Maison sur le rivage. Après je lis... je sais plus. Je sais plus. Mais voilà, je suis bien calée au niveau du planning. Si je respecte bien les dates, on est bien. Donc là, ça veut dire que, en enlevant celui-là, j'ai plus que 10 livres dans ma palle. 10. Papillon... Alors, attendez, je les vois. Papillon de nuit, La maison sur le rivage, Le Loupin, Tout ce que Manon dit est vrai, La guerre des bouffons, Le cheptel, Quand tu écouteras cette chanson, La mélancolie de l'ours polaire, Celle qui parlait aux morts, et Les mal-aimés. Oh, j'ai jamais eu 10 romans dans ma palle. C'est fou. Et c'est trop, et c'est encore trop. Et j'ai encore diminué, en sachant que je vais recevoir le nouveau Anna Svensson, le tome 9, je crois, que j'ai pas réussi à avoir samedi parce qu'il n'y en avait plus. Donc il y a quelqu'un qui a dû en prendre 2. Voilà. Et je vais recevoir aussi Le secret des bonbons pamplemousse. Je vous en parlais la semaine dernière. C'est le nouveau que Michael Brun-Arnaud a édité dans une branche de la maison d'édition Robert Laffont, il me semble. C'est la collection Inari. Et donc c'est une BD, voilà, c'est pas un vrai roman. Et il y a quoi d'autre que je dois recevoir Le Karim Pitoki, mais je l'ai déjà lu. Donc c'est plus un moins un. Et puis il y a autre chose encore. Et je me suis permis d'aller en librairie pour acheter un livre. Non, enfin je l'ai commandé, là je vais le récupérer. Et je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est une BD en fait, donc ça compte pas trop, donc ça va. Mais j'ai quand même tenu 1 mois et 10 jours avant de retourner en librairie. Donc fierté de moi à moi et trop bien. Voilà, je voulais vous poser la question de la semaine. J'essaierai de le mettre là pour que ça soit visible et que je le mette aussi dans le barre d'infos parce que des fois il y en a qui passent un peu d'un chapitre à l'autre, enfin,
Je passe 10 minutes, voilà. La question de la semaine. Votre auteur ou autrice préférée écrit dans un genre particulier, peut-être dans plusieurs. Dans quel genre souhaiteriez-vous que cette autrice ou cet auteur préféré écrive? Par exemple, moi, mon auteur préféré, c'est King. J'en ai 3, mais je prends King. Il écrit plutôt on va mettre horreur, voilà, du frissonnant, un peu psychologique aussi. J'aimerais qu'il écrive un roman jeunesse, il en a déjà écrit, mais un roman petit, ou un roman young adulte, ou un roman, une comédie romantique de Noël. Zola, j'aurais aimé qu'il écrive, mettons, un roman historique, peut-être qu'il en a écrit un, mais sur une période de l'histoire. Coucou Dreyfus, je sais, je suis au courant. Mais voilà, c'était finalement son contemporain, Dreyfus. Stefan Zweig, j'aurais aimé qu'il écrive... il a écrit beaucoup de choses quand même, hein. Un thriller. Et quoique, dans le recueil de nouvelles La Peur, il fait durer un peu le suspense. Donc voilà, citez-moi un auteur ou une autrice que vous aimez beaucoup, qui écrit peut-être dans un style, et imaginez-vous cet auteur ou cette autrice écrire un autre style de livre. Quel serait cet autre style de livre? Est-ce que vous aimeriez que, je sais pas... alors, au pif comme ça, La Passe Miroir, réécrit par Stephen King. Misery... réécrit par Karen Ponte. Voilà, j'ai au pif, mais Karen Ponte n'est pas une autrice, mon autrice préférée, mais voilà. Essayez d'imaginer comme ça et donnez-moi des titres réécrits. Faites-moi rire avec des titres de romans réécrits par des auteurs que vous appréciez particulièrement. Ça sera, je pense, un drôle d'exercice, mais ça peut être très, très marrant. Ça peut être très drôle. Oh, on pourrait partir très loin avec ça en refaisant une couverture de livre avec l'auteur et tout. Voilà, je m'enflamme totalement dans la question de la semaine, mais bon, n'hésitez pas à me répondre à cette question. Il est 13h, j'ai le temps. Je vais aller chercher ma BD chez ma libraire. Je vais mettre ça dans mon sac parce que je l'ai oublié. Il faut que je crée un groupe WhatsApp pour le boulot. J'ai plein de trucs à faire pour le boulot là. Et je vais ranger un petit peu. Et après, je vais peut-être faire une sieste parce que 5h40 ce matin, c'est toujours trop tôt. Ça y est, ça pleut. Nous sommes donc jeudi matin et l'automne est là. Ça y est, voilà, il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille et c'est pas plus mal. On a fait des économies de chauffage jusqu'à maintenant et je pense que encore aujourd'hui ça va, mais je crois qu'on perd un peu 10 degrés demain. Donc il n'est pas impossible qu'on branche la chaudière demain. Mais en sachant que l'an dernier, on a voulu la mettre en octobre psychologiquement, mais on l'a quand même démarré le 30 septembre parce que ça caillait sévère l'an dernier. Et donc là on se dit, allez, c'est 10 jours de gagné, c'est toujours ça de prix. Donc le réchauffement climatique, malheureusement, est là, hein, on est d'accord, mais les économies aussi. Hein, il n'y a pas de petites économies, surtout en ce moment. Voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Quand est-ce que j'aurais pu vous le dire? Non, je ne l'ai pas dit. J'ai fini R.J. Ellory. Et j'ai été retournée de cerveau par R.J. Ellory. J'ai adoré, je m'excuse, j'ai pas regardé les vidéos précédentes de ce que je vous avais dit, mais si je l'ai déjà dit, et ben je le redis. Les 2 dernières pages m'ont retourné le cerveau considérablement. C'était trop bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai corné quelques pages, il faut que je mette des post-it sur 3 pages. J'avais pas les post-it sur moi, donc je vais le faire là. Il faut que j'écrive ma chronique. J'ai plein de chroniques en retard, c'est n'importe quoi. L'amour des grands, je l'ai pas chroniqué. La Joconde, je l'ai pas chroniqué. Ça, faut que je le chronique. Et un autre aussi. Donc je suis très en retard, je vais essayer de faire ça ce matin. Mais c'était vraiment super bien. Je lis Papillon de nuit à la fin de la semaine prochaine. Et je vois l'auteur à Iris Noir à Bruxelles dans 2 semaines. Et c'est cool parce que je vais pouvoir lui prendre Le Chant de l'assassin, dont j'entendais beaucoup parler et qui m'a fait connaître l'auteur sur Instagram. Je l'ai découvert comme ça parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque de cette sortie. Et Lucille, L'œil de Luciole dans les polars, l'a adoré. Magda l'a dans sa palle. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, je prendrai celui-là, comme ça on lira ensemble. Et voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, je m'en fiche. Je sais que je vais aimer de toute façon. Donc voilà, R.J. Ellory, c'est fait. Ensuite, j'ai pris un tout petit livre. C'est Le Message de André Chédid, qui est vraiment tout petit et que j'ai lu d'une traite. Mardi soir, oui. C'est une magnifique histoire d'amour. Ça se passe à une époque non citée, dans un pays non cité, en guerre. On imagine que c'est plutôt proche de nous. C'est un livre qui a été écrit en 2000 et la plume est très belle. Et j'ai corné un passage, j'ai même corné 2 passages, oui.
2 chapitres parce qu'en fait c'est assez court. Il y a des chapitres qui font 1 page, d'autres qui font 2 pages comme ça. Donc c'est assez ciselé. Et du coup ça donne un rythme. Et du coup ça se lit vite. Et on ne peut que faire un parallèle avec l'histoire terrible qui se passe en Proche-Orient en ce moment, avec Israël et tout ça. Et waouh, quand j'ai lu ça, j'ai fait oh my god, ça résonne tellement avec l'actualité. Donc je vais vous le lire, parce que ça spoile pas. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais je vais peut-être vous lire ça. Depuis l'aube des temps, les violences ne cessent de se chevaucher, la terreur de régner, l'horreur de recouvrir l'horreur. Visage en sang, visage exsangue, hémorragie d'hommes, de femmes, d'enfants, qu'importe le lieu, partout l'humanité est en cause et ce sombre cortège n'a pas de fin. Déjà, rien que ça, tu te dis, ok, oui, d'accord. Dans chaque corps torturé, tous les corps gémissent, poussés par des forces aveugles dans le même abîme. Les vivants sombrent avant leur terme, partout. Comment croire, comment prier, comment espérer en ce monde pervers, en ce monde exterminateur qui consume ses propres entrailles, qui se déchire et se dessine sans répit. Ça a un rythme particulier, cette plume-là, et c'est intéressant, je pense, de le lire à voix haute parce que ça donne encore plus d'impact. Et il y a un autre passage assez terrible que je vais pas vous lire parce qu'en fait ça vous spoil un petit peu l'histoire, mais c'est une très belle histoire d'amour. C'est l'histoire de comment elle s'appelle, Marie, qui doit rejoindre l'homme qu'elle aime, mais on va lui tirer une balle dans le dos en fait, et elle va avoir le souffle court et tomber et se dire mais non, je dois absolument lui dire que je l'aime, et lui de son côté est loin et il veut la retrouver aussi. Donc en fait c'est l'histoire d'une urgence de l'amour, et c'est tellement beau. Je m'attendais à rien, enfin je m'attendais à quelque chose de poétique, mais là, ce chrono en fait, vraiment, c'est haletant, c'est court, c'est urgent, c'est vraiment urgent, l'urgence d'un amour qui doit se retrouver, qui doit se reconstruire. C'est super beau. Ça m'a beaucoup touchée. En plus, ces passages de guerre et tout, bon, ça résonne tellement avec l'actualité. Et puis en fait, à certains moments, j'ai un peu décroché parce qu'on suit un autre personnage et je n'avais pas compris le lien avec le couple. Et quand je l'ai compris, j'ai fait oh waouh, ok. Et la fin est très belle, vraiment, vraiment très belle. C'est une histoire d'amour un peu tragique, presque impossible, mais qu'on veut remettre ensemble, qu'on veut absolument retrouver. On veut remettre ces 2 aimants ensemble, même s'ils ils s'éloignent, et puis ils se rapprochent, et puis ils ont un message. Marie, elle a un message pour Steph, et il faut qu'elle lui donne, il faut absolument qu'ils se retrouvent. Et j'en parle comme ça, mais vraiment, c'est la sensation que j'ai eue quand je le lisais, c'est que on est comme ça tout le temps. Et c'est très beau, il est très court, je vous le conseille absolument. Je pense qu'il a déjà fait un petit peu le tour des réseaux il y a quelques années, puisqu'il est sorti à 20 ans. Mais André Chédid, c'est donc la grand-mère de M, et la mère de Louis Chédid. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc merci Audrey pour me l'avoir offert, parce que je pense que sans ça, j'aurais jamais lu André Chédid. Parce que c'est vrai qu'en lisant la 4e, on se dit un été dans un pays en guerre, Marie est blessée par une balle, hein. Histoire d'amour, c'est pas trop ma came à la base. Mais en fait, je me suis dit c'est quand même André Chédid, et c'est quand même une femme importante dans la littérature et dans la poésie, donc c'était quand même à lire de toute façon. Donc, je suis bien contente de l'avoir reçu. Donc voilà, c'était top. 2e livre lu. Ensuite, j'avais du temps hier avant de lire les mal-aimés que je commence aujourd'hui. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'avance un livre de ma palle en sachant que maintenant, mes livres de ma palle, j'en ai plus beaucoup. Et certains sont gros. J'ai voulu sortir L'espion qui venait du livre, mais en fait, il n'est pas dans ma palle. J'avais très envie d'en sortir un qui était dans ma palle. Finalement, j'en ai sorti un qui n'était pas dans ma palle. C'est Au nom des Noirs de Robert Penn Warren, qui est sorti au Cherche Midi il y a quelques mois. En fait, je regarde, mais en vrai, je ne le saurais pas. 2023, je pense qu'il est sorti avant l'été, il me semble. Il est assez gros. Et en fait, c'est le regroupement de conversations, d'interviews que Robert Penn Warren a fait avec différentes personnes qui sont importantes pour l'histoire des droits civiques aux États-Unis, donc les personnes noires, qui parlent des personnes noires, de la société américaine, de tout ça. C'est hyper important, c'est hyper intéressant.
Et je vais peut-être vous lire le résumé, ça vous parlera plus. En 1964, Robert Penn Warren lance une série d'interviews des représentants du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il rencontre Martin Luther King, Malcolm X, James Forman, mais aussi les écrivains James Baldwin, Ralph Ellison, sans oublier de nombreux militants locaux actifs sur le terrain. Voilà, déjà ça vous donne une idée de ce livre-là. Donc c'est pas romancé, c'est retranscrit avec des éléments que l'auteur vient rajouter en fonction de la conversation. Par exemple, il va y avoir un passage... alors attendez, que je vous trouve. Voilà, il va y avoir un passage comme ça, où il y a Ellie qui parle, puis Warren, puis Douglas. Donc en fait, ça va être comme ça. Et en dessous, vous avez... Vous voyez, le paragraphe n'est pas au même endroit, parce que là, en fait, il explique, il argumente un petit peu plus la conversation. Donc c'est hyper riche. Et je le trouve un peu exigeant, parce que peut-être j'étais un peu fatiguée aussi hier, mais je pense qu'il faut un petit peu s'y connaître en droit civique des États-Unis en 64. C'est passionnant, mais c'est pas une lecture fluide. Voilà. On prend son temps, on analyse, on lit attentivement. Donc c'est très intéressant, je n'ai lu entre guillemets que 90 pages dessus, mais je le mets de côté en me disant je peux le reprendre un petit peu quand je veux, et j'aurais bien aimé lire les passages avec Martin Luther King et Malcolm X, mais je ne les ai pas encore rencontrés, et je ne sais pas où ils sont. Donc là c'est des docteurs, des pasteurs, qui racontent un petit peu leur histoire. Vu qu'il pleut, c'est bouché chez moi bien sûr, parce que je suis sur une avenue, et du coup, voilà, ça klaxonne de partout. Donc il y a le docteur Moss, mais j'aurais bien aimé trouver les passages avec du coup Malcolm X, Martin Luther King et James Baldwin, parce que ça doit être vachement intéressant. Et je pense voilà, que c'est un livre dont on peut lire un chapitre, puis passer à un autre chapitre, parce que de toute façon ça sera forcément intéressant, et il n'y a pas un fil conducteur. Enfin le fil conducteur c'est le mouvement des droits civiques. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant, urgent à lire, parce que c'est toujours important de lire sur les droits civiques aux États-Unis dans les années 60, savoir comment étaient perçus les Noirs, comment étaient reçus les Noirs dans la société américaine, comment les Blancs les percevaient, enfin c'est vraiment c'est très intéressant. Donc voilà, et aujourd'hui, je commence Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier. Voilà, donc j'ai super hâte, il est pas très long, il fait 300 pages, et on le commence avec Estelle aujourd'hui, elle probablement ce soir ou cet après-midi, ou peut-être demain parce qu'elle est assez chargée niveau boulot, et moi aujourd'hui parce que je vais avoir un peu le temps, et puis je vais prendre peut-être le tram pour aller à Action, parce que j'ai des trucs à acheter pour samedi. Samedi, c'est le Cosy Mystery Day. Voilà, sinon, que vous dire d'autre? Si, hier soir, à la télé, il y avait la grande librairie, avec en invité Lilia Hassain pour Panorama, Tania de Montaigne pour Sensibilité, il me semble, et entre autres, il y en avait d'autres mais j'ai pas retenu leur nom, Michel Desmurger pour Faites-les lire. Vous savez que Michel Desmurger, je vous en avais parlé, c'est celui qui a écrit La Fabrique du crétin digital, et là il revient avec Faites-les lire sur les bienfaits de la lecture pour les enfants, et toujours des études, toujours des sources sur les méfaits du numérique, la comparaison entre lecture numérique, lecture papier, la comparaison entre lecture fiction et lecture BD manga, par exemple graphique, tout et tout. Donc, c'est scientifiquement, statistiquement, hyper riche, hyper intéressant. Et ce qu'il disait était aussi très intéressant parce que le rapport à la lecture, il a quand même un regard finalement, oui, peut-être critique, mais en se basant sur des données. Donc on ne peut pas aller contre ça. C'est scientifiquement prouvé, il y a des études qui ont été faites. Donc après, le ressenti est différent. Il y a quelqu'un en vlog, je crois, la semaine dernière, je ne sais plus qui m'avait dit qu'il était peut-être un peu vieille école. Je reconnais peut-être, effectivement, il faut des fois vivre avec son temps, certes. J'ai commencé ça hier soir, j'étais choquée par les stats, vraiment. Donc en fait, il y a à double tranchant, bien sûr, le numérique, mais ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, par exemple, la fiction, un roman de fiction, va créer plus d'imaginaire et plus de développement intellectuel à un enfant que une BD ou un manga. Mais ça ne veut pas dire que la BD ou le manga sont mauvais. Ça veut juste dire que dans une bulle de BD ou de manga, on a moins de mots à placer que dans un livre, enfin dans une page de livre papier. Donc en fait, il va y avoir de toute façon un travail de l'imaginaire fait. Roman, BD, manga et tout, mais au niveau statistique de rencontre des mots compliqués pour les enfants, il va y en avoir plus dans une feuille de papier d'un roman que dans un graphique, bien sûr, mais il ne faut pas oublier aussi, je pense qu'il serait d'accord avec ça,
que l'important, ça va être de prendre du plaisir à lire. Donc on va pas nous contraindre à lire absolument de la fiction parce que, attention, les neurones, ils travaillent plus, hein. Ben non, voilà, tu lis ce que tu veux. Et ça sera toujours mieux de lire comme ça en papier que en numérique. Alors il parlait aussi, il y avait ce débat sur le livre numérique, sur le livre papier, que apparemment, enfin ça je l'avais pas entendu hier, je l'avais entendu dans le quotidien, je crois, quand il était passé, quand je vous en avais parlé, que lire sur papier, on se rappelle plus facilement de la construction d'un livre papier avec les paragraphes que du même livre sur un support numérique. C'est très probable. Je pense moi-même que peut-être que j'ai une mémoire visuelle, donc je me rappelle peut-être plus d'un paragraphe sur un papier que d'un paragraphe sur ma liseuse ou sur mon téléphone portable. Effectivement. Mais je lis, donc voilà, c'est quand même positif. Hein. Donc voilà, c'était très intéressant. Donc heureusement que j'ai emprunté celui-là, que j'ai commencé hier soir. Il faut absolument que je l'achète, en fait, parce que j'ai vu qu'il était sorti en poche, parce que j'ai envie de mettre des post-it partout et qu'il est à ma médiathèque, donc je ne peux pas. J'ai été vraiment hyper surprise par certaines stats qui finalement paraissent complètement logiques, parce que les gamins, tu peux leur demander d'aller sur Insta, d'aller sur Internet, sur Facebook et tout, sans problème, mais pour ce qui est de faire une recherche Google, de faire un travail créatif, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'était très intéressant. Et puis alors, il y a la retranscription d'une conversation qu'il a eue avec un homme politique, qui dit avec une personnalité politique française porteuse de mandats nationaux. Pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un de haut placé. Donc il dit à sa décharge, l'homme sortait d'un buffet où il n'avait apparemment pas consommé que de l'eau. Bref, il discute des bienfaits du numérique et il répète, donc il a noté en fait tout de suite après parce qu'il était scié par la conversation. Donc il parle et il dit ça. Toutes les études montrent un affaissement majeur des compétences cognitives de ces jeunes, depuis le langage jusqu'aux capacités attentionnelles en passant par les savoirs culturels et fondamentaux les plus basiques. Et la numérisation de l'école, on le sait, avec des études PISA, notamment, donc qui se base vraiment sur les études, ne fait qu'aggraver les choses. L'homme politique dit « On parle d'économie de la connaissance, mais c'est minoritaire. Plus de 90% des emplois de demain seront peu qualifiés dans l'aide à la personne, les services, le transport, le ménage. Il ne faut pas pour ces emplois des gens trop éduqués. » Lui répond « Alors pourquoi les emmener tous à bac plus 5 si c'est pour qu'ils finissent vendeurs chez Decathlon ?» Je ne pense pas qu'il dénigre les vendeurs chez Decathlon, mais c'est un exemple. L'homme politique qui répond « Parce qu'un étudiant coûte moins cher qu'un chômeur et c'est socialement plus acceptable. On connaît tous le niveau de ces diplômes, c'est pour amuser la galerie, il ne faut pas être naïf. Et puis, plus on les garde longtemps à l'université et plus on économise sur nos retraites. » J'ai fait « Ah !» J'ai halluciné. Et c'est là où je me suis tournée vers mon mari et j'ai dit « Mais c'est tous des pourris !» Il me dit « Bah oui, qu'est-ce que tu crois ?» Mais c'était dingue de dénigrer comme ça et de se rendre compte de ces choses-là avec un homme politique français qui potentiellement peut diriger une institution. Ah, j'étais vraiment si quoi. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc je vais aller en librairie de toute façon aujourd'hui pour l'acheter. Et je vais également acheter, ou alors non, je vais réserver à la médiathèque, Panorama de Lilia Assaïn, qui m'a l'air très intéressant, sur une espèce de dystopie sur la lecture, la transparence, les réseaux sociaux, tout ça. Je suis encore un peu prise de lui. J'avais lu comme critique très rapidement sur Livre Addict en commentaire qu'il y avait des très bons sujets mais qu'elle n'allait pas assez en profondeur. C'est pas très grave, je l'emprunte. Et je voudrais aussi me procurer le livre de Tania de Montaigne qui s'appelle Sensibilité, qui a l'air aussi hyper drôle. Tania de Montaigne, je l'avais lu dans les années 2000 quand elle avait écrit Patch. C'était super drôle, je me rappelle. Et du coup, voilà, je me dis, tiens, elle a écrit beaucoup d'autres choses entre-temps, mais celui-ci a attiré mon attention. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc là, j'ai pas mal de choses à faire. Je vous reprendrai probablement demain, ou ce soir, ou samedi, de toute façon. Mais voilà, comme ça, je vous reparlerai du genre Christophe Tixier. Et je vais aussi en librairie parce que j'ai réservé une BD. Je ne suis pas allée la chercher mardi, donc je vais y aller ce matin. Il faut que j'achète d'autres trucs. Il faut que j'aille à la poste. Il faut que je récupère un colis. Il faut que... Plein de choses. Voilà, je vous reprends à un moment donné. Voilà, je reviens de chez ma libraire et j'ai pris à l'école des lettres, classe 19, de Popoésie. Alors, c'est matin. Alors, il y a un compte Instagram matin.
Matin, quel journal? Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, ça doit être des strips. Une tartine, un café, un strip. Mais du coup, voilà. Je vais voir Zola à l'école, je vais voir Victor Hugo, je vais voir Flaubert. Là, je vois Lamartine. Ça va être trop bien. Il doit y avoir Chateaubriand parce que j'ai vu Outre-Tombe. Rimbaud, Verlaine. Il y a des petits strips et tout. George Sand. Émile Zola, évidemment. Charles Baudelaire. Présentation des auteurs, ça va être cool. Alors attendez, je peux vous faire un truc comme ça peut-être. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il y a des planches de BD et puis des planches un petit peu plus explicatives sur la vie des auteurs. Voilà. Et ça doit être trop bien. Je suis trop contente. Et j'ai pris, sous le coup de l'impulsion, parce que je sais qu'il sortait aujourd'hui, 2060 de Lorraine Bastide. C'est publié chez Nouvelle Lune. C'est une collection créée par Élise Thiebaud qui avait écrit L'Amazone verte sur Françoise d'Aubonne. Et dans cette collection, il y a également le sexocide des sorcières de Françoise d'Aubonne. Et donc, c'est une collection de Élise, dirigée par Élise Thiebaud. C'est une petite nouvelle. Alors bon, 12 €. C'est une petite maison d'édition. C'est quand même, voilà, cher pour ce que c'est, je reconnais. Ça fait 90 pages. Je vous lis un petit peu le résumé. 22 juin 2060, après des siècles à vivre comme si demain n'existait pas, l'humanité se prépare à une fin du monde, rebaptisée FDM, comme pour conjurer l'inéluctable. Durant son ultime journée, heure après heure, l'héroïne va revivre les combats féministes et écologiques qui ont rythmé sa vie, dans une ambiance à la fois mélancolique et poignante qui évoque Charlotte Perkins Gilman, papier peint jaune, ou Virginia Woolf. Cette fiction trouve un équilibre subtil entre anticipation, littérature et politique. C'est donc Nouvelle Lune, c'est Au diable Vauvert, c'est la même collection. Donc voilà, il est court, il se lira très vite. Je me demande même si je ne vais pas le prendre dans le train pour aller à Nantes, parce que j'ai bien envie de le lire. J'aime beaucoup Lorraine Bastide, et j'aime pas toutes ses idées, certes, mais là ça m'interrogeait beaucoup, ça m'intéressait aussi, donc voilà. Et j'ai commandé La Fabrique du Crétin Digital en poche, mais il ne l'avait pas en stock, donc je l'aurai plus tard. Je vais aller lire et puis je vais aller manger, je pense. Nous sommes vendredi 13. Est-ce que vous avez joué au loto ce matin? Nous sommes vendredi 13 et j'ai un câble. Là, en fait, vous ne voyez pas le bureau, mais c'est le bazar, vraiment. Voilà. Ça, c'est mon mari qui empiète avec son matos musique, là, hein, voilà. Et je peux rien mettre à chaque fois. Ça m'agace. Voilà. Bref. J'ai reçu un livre. Ah bon? Il est beau, il est doux. Ah oui, il est beau. Oh. C'est le secret des bonbons pamplemousse. Ça y est, je l'ai. Je suis trop contente parce que Mickaël nous en parle depuis quelques temps, parce que Robert Laffont m'avait contacté pour me l'envoyer, et puis Mickaël m'a dit oui, c'est bon, je l'envoie, j'ai attendu, tout le monde l'a reçu, je le recevais pas, et là enfin, ça y est, je l'ai. C'est donc en fait la collection Inari de l'édition Robert Laffont, de la maison d'édition Robert Laffont. C'est une nouvelle collection qui sera portée sur le Japon et qui est dirigée par Mickaël Brun-Arnaud, qui donc a écrit Mémoire de la forêt, vous savez, tout ça machin. Et là, du coup, c'est le premier titre. C'est trop bien. Et c'est illustré par Virginie Blanchet, je ne sais pas comment ça se dit, Blanchet. C'est le conte Virgie et Virgo. Oh, mince. Virgo et Vinini. Bref, c'est un compte Instagram que j'adore, que je suis depuis un petit moment. J'adore ses illustrations. Et donc, quand j'ai su que c'était illustré par elle, je me suis dit, ah, mais ça va être trop bien. Et c'est trop bien. Voilà, je lis le petit synopsis. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Kompeito, parce qu'il y a un accent sur le O, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voit revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro, le chat. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des uns et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale, subtile, poétique et engagée, où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. Ça a l'air trop bien. Oh, c'est beau, c'est doux, c'est... Oh, mais c'est trop bien. Oh. Je vais vous montrer quelques planches. C'est tout doux, c'est tout beau. Virgo et Nini, Virgo et Nini. Oh, je sais plus son nom, mince. Ça craint. Voilà. Ah voilà, Virgo and Vinny. L'honneur est sauf. Virgo and Vinny. Et la scénariste, c'est Camille Monceau. Cam Monceau. Voilà. Il est sorti hier en librairie. Il est au prix de 22,90 €. Mais
C'est un graphique entièrement graphiqué. Et il est trop bien. Et il faudrait que je me le fasse dédicacer. Oh, j'espère qu'elles sont... Oh, même là, c'est trop beau. Ça veut dire qu'il y en a un autre là, peut-être. Oui. Oui. Oh, je suis fan. Il est tout doux, tout soft. Il est beau. Et ouais, il faut que je me le fasse dédicacer. J'espère qu'elles seront à Montreuil. Ou peut-être qu'il y aura d'autres occasions. Je sais qu'il y a des soirées au Radar Doré, mais je bosse le soir, c'est compliqué. Donc c'est trop bien. Oh, j'ai hâte. J'ai trop hâte de le lire, ça va être tellement bien. Merci, merci Mickaël, merci Robert Laffont, merci Inali, merci tout. Je suis trop contente, vraiment, vraiment trop contente. C'est quand même un beau bébé, hein. Il fait presque 200 pages, 185 pages. Et je pense qu'il a dû me demander un sacré boulot. La couverture est trop belle. C'est trop bien. Je suis super contente. Voilà, merci infiniment à tous. J'ai rien dedans. Sinon, niveau lecture, j'ai bien avancé le Jean-Christophe Tixier, puisque, voilà ce qui me reste, ça sera terminé probablement ce soir, voire demain. J'aurais voulu attendre un petit peu Estelle, mais c'est vrai que là j'ai eu des transports ce midi, et j'ai pu bien avancer. Donc je prends toujours un TGV quand Estelle prend un TER, mais elle a du boulot, donc ça se comprend tout à fait. C'est moi qui prends les transports et qui va du coup plus vite. Mais voilà, donc c'est pas grave, de toute façon on fait toujours des lectures communes, donc on aura d'autres occasions bien sûr, mais c'est vrai que souvent on commence ensemble et moi je fais vroom et elle fait à son rythme, ce qui est tout à fait normal. Alors les mal-aimés, je ne m'attendais pas trop à cette histoire. En toile de fond, on a un institut, une maison d'éducation d'enfants à la fin du 19e, oui, 1884, dans les Cévennes. Et le premier chapitre raconte, c'est le prologue même, raconte la sortie de ces enfants de cette maison. Je ne vais pas vous en dire plus. À part qu'ils n'ont pas eu un super traitement de faveur, ces gamins. Il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des morts là-bas, et des enfants enterrés sous la maison. Quelque temps après, nous sommes en 1901, toujours dans le même village de... On ne sait pas. On ne sait pas où je suis paumée. Ah bah ça doit être là, dans l'Hérault, dans les Cévennes, dans l'Hérault. Les Cévennes et l'Hérault, c'est à côté. Je suis nulle en géographie, donc peut-être c'est même pas du tout à côté, mais bref, c'est dans le même coin. Bref, et donc là-bas, il y a un village avec les habitants, tout ça, et on va découvrir ces habitants. On est dans quelque chose de très sombre, de très rural, de très noir, de cru, de difficile à lire psychologiquement, parce qu'il ne se passe pas des trucs très cool. C'est très brutal. Alors je m'attendais à ça, mais pas sur cette histoire-là. Je m'attendais à une autre histoire en fait. Je pensais que ça allait être l'histoire de cette maison justement avec les enfants. Sauf qu'en fait on est après. Et qu'on va suivre les habitants de cette ville après que les enfants soient partis. Et on va sentir l'esprit de ces enfants, de ces fantômes qui restent ici, dans ce milieu, dans ces terres-là, et qui va se refléter en fait sur les habitants de cette ville. Donc, c'est intéressant, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Au bout d'une 50aine de pages, je me dis, mince, c'est pas tout à fait ce que je pensais. Et je relis le résumé, je me dis, ah, effectivement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, on a... D'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord avec la 4e de couverture. Ne lisez peut-être pas la 4e de couverture, mais dites-vous que, voilà, c'est sur cette maison, sur ce passé-là, avec des adultes qui ont vécu, qui ont rencontré certains de ces enfants, qui ont habité à côté de cette maison, qui ont entendu certaines choses. Donc, il y a quelque chose de vraiment très, très pesant. C'est intéressant, c'est très bien écrit. Je passe un bon moment, mais comme je m'attendais à autre chose, je suis un peu déçue, un tout petit peu déçue. Mais c'est intéressant quand même. Voilà, après, si je veux plus d'explications sur cette maison, elle a existé vraiment. D'ailleurs, c'est écrit au début du premier chapitre que, en fait, au début de chaque chapitre, il y a ça. C'est le nom de beaucoup d'enfants véritables qui ont existé, et avec nom, prénom, date de naissance. Ils ont été jugés pour, voilà, c'est attentat à la pudeur sans violence, condamnés à la correction jusqu'à 18 ans. Il y a le numéro d'écrou, 1m62 à l'entrée, antécédent bon sous tout rapport, nanana. Cause de la sortie, décès le 2 mars 73. Et là, c'est écrit extrait des registres d'écrou de la maison d'éducation surveillée de
Vallocès, je suis désolée pour les habitants de Vallocès, archives départementales de l'Hérault. Ça existe vraiment, en fait. Et donc tous les enfants dont on parle à chaque début de chapitre, il y a combien de chapitres? Ok, 24. 24, ces 24 enfants ont existé et ça fait un peu froid dans le dos. Donc c'est quand même très intéressant, mais c'est hyper dur. Voilà, c'est vraiment dur. Mais c'est intéressant, c'est bien écrit. Mais c'est cru, c'est rural. C'est pas que c'est rural, c'est pas le terme qui est. C'est pas péjoratif que ce soit rural, mais c'est que on nous décrit ces terres et tout ce qui s'y passe de pas trop. Il n'y a pas beaucoup de bons en fait, il y a pas beaucoup de positifs et surtout de mauvais, de terribles, de tragiques. C'est un peu poisseux, je sais pas, c'est gris quoi, voilà, c'est un petit peu comme la couverture, ça représente bien. Voilà, donc c'est intéressant, mais je suis un tout petit peu déçue. Voilà, à part ça, j'ai avancé un poil la fabrique du crétin digital et j'ai mis des petits post-it. Enfin, j'ai mis des bouts de post-it découpés parce que c'est un livre de la médiathèque. Donc, j'ai pas pu tout mettre. En sachant que je suis à la page 57 et que j'ai déjà 5 post-it. Voilà, c'est plutôt bon signe. Il y a plein de choses qui me révoltent. J'ai hâte de lire en poche et de mettre des post-it partout. Mais voilà, sachez que j'adore ce livre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Je conclurai ce vlog probablement demain pour après la journée Cozy Mystery Day avec Karine. Et on a trop hâte, ça va être trop bien. Et puis la semaine prochaine, on m'a proposé enfin, je me suis rappelé que j'avais des idées de tags à faire, genre livre et couleurs de Nadia. Nadia, si tu passes par là. Je ferai, donc j'associerai, je les ai notés, les couleurs de l'arc-en-ciel. J'associerai un livre à une couleur, donc en essayant. Alors le problème c'est que j'ai ma bibliothèque grand format qui est dans le salon et la bibliothèque poche qui est là-haut. Donc il va falloir que je fasse une sélection ou alors que je pense peut-être à un livre poche et un livre grand format en fonction de la couleur. Bon, je pourrais vous parler de plein de livres avec des couleurs différentes. Ça peut être intéressant. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi, je ne sais plus, mais je me le suis noté mentalement et mon cerveau dérape, donc je ne me rappelle plus. Mais je vais retrouver la conversation parce que j'ai dit « Ah cool, ok, je me le note ». Et voilà, donc vous aurez quand même du contenu la semaine prochaine de toute façon. Il n'y aura pas de Cozy Mystery Day la semaine prochaine. Mais voilà, à la fin de la semaine, je pars à Nantes, mais j'aurai conclu ce vlog avant. Et après, ça sera première semaine de vacances. Donc en formation à Nantes avec probablement des images du musée Jules Verne. Deuxième semaine, un peu moins de contenu parce que... Ah oui, à la fin de la première semaine, il y a le salon du livre Iris Noir à Bruxelles auquel je vais avec les filles. Donc je ne sais pas si je fais un vlog spécial Iris Noir et du coup un petit vlog de la deuxième semaine, ce qui est possible. Mais j'aurai mon mari et mon fils, donc je ne peux pas trop vlogger. Et puis après, retour. Je suis déjà en novembre, hein, là, de ce que je vous dis. Donc voilà. Je vous reprends donc demain au Cozy Mystery Day. Samedi après-midi, je viens conclure mon vlog, ma semaine de vlog, et j'ai des petits sapins sur la tête. Voilà. C'était beaucoup trop bien, ce Cozy Mystery Day, 3e édition avec Estelle, avec Robert Laffont, avec Karine Pitocchi. J'ai essayé de faire quelques petites images, mais c'est vrai qu'on était complètement débordés avec tout ça, donc j'ai pas eu le temps de trop vlogger. J'espère que ça vous a plu, c'était cool, le lieu est incroyable, et on espère refaire ça très vite. Voilà, merci beaucoup pour tout. C'était cool, c'était trop bien. Donc
On a fait un live aussi qui est sur Instagram. Et voilà, vous avez dû voir quelques petites images. C'était vraiment, vraiment super chouette. Je referme donc cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!